Bonjour à tous et bonjour à tous. Stéphane, je vous laisse la parole. Très bien. Effectivement, on est ravis à Investing Bordeaux de vous accueillir, si je puis dire, pour ce webinaire sur la filière vinicole. Alors, je me présente, Stéphane Garcia, je suis en charge de la filière vitivinicole au sein d'Investing Bordeaux. Alors, peut-être pour commencer, 2 mots sur Investing Bordeaux, dans la mesure où je crois qu'il y a pas mal de participants qui ne sont pas forcément des locaux, donc familiers peut-être avec Investing Bordeaux. Alors, Investing Bordeaux, on est une organisation donc parapublique qui est mandatée par les pouvoirs publics locaux pour promouvoir la région bordelaise afin de favoriser l'implantation et le développement d'entreprises sur notre territoire. Voilà. Alors, notre mission a 2 volets. Un volet prospectif où on est amené à identifier et puis à démarcher des entreprises qui potentiellement pourraient être intéressées par une implantation, un investissement sur notre territoire. Et puis, il y a le volet traitement de projet où notre intervention va dépendre quelque part du degré de maturité du projet d'investissement et également de l'état d'avancement du processus de décision. Alors, pour accomplir cette mission, on a ce qu'on appelle un package et on propose des services qui sont gratuits, bien évidemment, et qui ont pour unique objectif que de solutionner les problématiques liées à une implantation. Voilà. Dans ce package, en général, on commence avec la recherche de locaux, la problématique immobilière, et puis ça va jusqu'à l'intégration, l'aide à l'intégration et l'insertion à l'écosystème local. Et puis, au milieu de tout ça, on va mettre la mise en relation avec des acteurs locaux, publics, privés, l'accompagnement à la mobilité de salariés, si nécessaire, une aide pour le recrutement également via notre dispositif Job in Bordeaux. Il y a de la communication, de la recherche de financement éventuellement public, si vous y avez le droit. Vous l'avez compris. L'idée, c'est de vous mettre le plus rapidement possible en mode opératoire et dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Dans le cadre de cette mission, on a lancé, Investing Bordeaux a lancé un programme de webinaire au début donc de cette période de confinement, afin d'apporter une information et un soutien, tout simplement, aux entreprises dans la gestion de cette crise sanitaire, à essayer d'apporter tant que possible des réponses donc concrètes à des questions concrètes qu'on pouvait se poser. Voilà, il y a plusieurs thématiques qui ont été couvertes, le problème de financement, de trésorerie, immobilier, emploi, etc., réglementation du travail, sécurité du travail. Voilà. Et donc, tout naturellement, il y a eu la tenue d'un webinaire consacré dans le secteur vinicole qui est venu à l'ordre du jour, avec l'idée d'aborder des questions telles que les tendances, le comportement d'achat du vin pendant cette période, quelles allaient être peut-être les conséquences après cette période, quels enseignements aussi on pouvait tirer de cette période, et puis peut-être dans un second temps esquisser des actions qui pourraient être mises en place par les acteurs du secteur de la filière pour relancer cette consommation de vin. Voilà, d'où le titre en fait, l'après-Covid, l'enjeu commercial, facteur de rebond pour la filière vin. Voilà. Alors, comme point de départ, on a choisi, de ce débat, on a choisi une enquête qui a été menée par le AWBR, the Academy of Wine Business Research, à laquelle a participé un des intervenants ce soir, en fin d'après-midi. Donc, c'est Hervé Reynaud, qui est professeur de marketing à Cage Business School. Voilà, écoutez, je ne vais pas en dire plus. Et avant de passer le relais à Yann, je voudrais simplement remercier quand même les intervenants. Donc, Hervé Reynaud, professeur de marketing à Cage Business School, Christophe Château, qui est le directeur communication du CIVB. Remerciements également à Laurent Lacluc, qui est le directeur vin spiritueux épicerie chez Cdiscount. Et enfin, Gilles Brianceau, qui est le directeur du cluster Innova. Voilà. Encore merci pour votre participation et surtout bon webinaire. Merci Stéphane pour cette introduction. Le webinaire durera un tout petit peu plus d'1 heure. L'idée, c'est que c'est interactif. Donc, sur la droite de votre écran, chers internautes, n'hésitez pas à adresser vos questions à nos 4 intervenants. Nous aurons 2 grandes séquences. Tout d'abord, on va partir du constat, en parlant évidemment de cette période de confinement puis de déconfinement que nous vivons. Quels sont les nouveaux modes d'achat, quels sont les nouveaux modes de consommation du vin. Et puis, dans un second temps, nous regarderons le futur et quelle stratégie commerciale mettre en place pour répondre aux nouveaux modes de consommation et nouveaux modes d'achat
Dès que vous avez une question, vous la posez sur l'onglet à droite et je vous céderai la parole afin de l'adresser à l'un ou l'autre des interlocuteurs. Ça a été évoqué à l'instant, il y a une étude assez intéressante produite par Kedge notamment sur l'enjeu commercial facteur de rebond de la filière vin, c'est le thème du jour, et la façon dont les comportements ont récemment évolué. Hervé Rémaud, il a affiché déjà son PowerPoint à l'image, parce que ça fonctionnait pendant le test, on l'a gardé à l'image, et il va poursuivre pendant quelques minutes pour nous présenter cette étude. Allez-y. Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup. Un mot pour remercier Invest in Bordeaux de collaboration sur ce webinaire. Forcément, à Kedge, nous sommes très heureux de pouvoir collaborer et contribuer à la réflexion, ou en tout cas aux enjeux qui se posent d'un point de vue local et territorial. D'un point de vue vitivinicole, je serais tenté de dire que Kedge est plutôt bien implanté en région. Nous venons de lancer la Kedge Wine School, mais cette Kedge Wine School reprend plus de 20 ans de projets, de programmes, etc., qui ont été construits à BEM puis à Kedge, dont je salue, je pense, un des auditeurs qui a été très présent dans toutes ces initiatives, hein, il se reconnaîtra. Et donc, du coup, je suis très heureux, moi, en tant que professeur de marketing, de contribuer à ce webinaire, hein, sachant qu'effectivement, mes projets de recherche se focalisent plus particulièrement sur le monde des vins et des spiritueux. Donc, ça, c'était pour, j'allais dire, planter le décor. Effectivement, dans le cadre d'un projet international lié à l'Academy of Wine Business Research, la France, et donc j'ai coordonné une étude dont l'objectif était de mesurer quel a été l'impact du confinement sur les comportements de consommation et comportements d'achat, et pour le coup des consommateurs de vin français. Et donc l'idée que je vais essayer de mettre en avant là, de manière très simple, parce que je ne souhaitais pas forcément mettre beaucoup de chiffres, etc., donc j'ai simplifié un peu à l'extrême en prenant que quelques exemples, mais l'idée globale, c'était de dire que on a observé des changements dans les occasions de consommation, et que ces changements dans les occasions de consommation ont généré des changements dans la fréquence de consommation, qui ont eux-mêmes impacté ensuite des changements dans les fréquences d'achat. Et donc, ces éléments-là vont venir contribuer à ce que l'on connaît déjà au niveau de la filière vin, notamment, à savoir que le nombre d'acheteurs, fondamentalement au cours des 10-20 dernières années, continue de décroître. Ce que je veux dire par là, c'est que le nombre, au cours d'une année, le nombre de ménages ou le nombre d'individus qui achètent au moins une fois du vin décroît année après année. Et ce que je vais vous montrer, ou en tout cas les résultats de cette étude, viennent, j'allais dire, accentuer ce phénomène, ce qui est effectivement préoccupant pour la filière. Donc cette étude, elle a porté sur un échantillon aléatoire de 310 consommateurs de vin qui consommaient du vin au moins une fois par mois. Donc il s'agissait effectivement d'analyser le comportement des acheteurs plutôt réguliers de vin, à défaut de regarder ceux qui sont plutôt très occasionnels, mais nous reviendrons sur ces consommateurs-là plus tard. Donc globalement, la manière dont les résultats vont se présenter, je vais en présenter un à chaque fois, ici pour les occasions de consommation. Donc sur votre gauche, alors je suis désolé, je l'ai gardé en anglais, sur votre gauche, on posait la question avant le 17 mars 2020, quelle était votre consommation ou votre fréquence de consommation pour l'occasion un repas informel à la maison. Et donc, il y avait différents types de réponses, comme vous pouvez le voir sur la gauche, entre jamais jusqu'à une fois par semaine ou plus. Donc ça, c'est sur la partie en ligne à gauche. Et sur la partie haute du tableau, vous avez la question qui était à la suite du confinement. Et donc, nous avons commencé cette enquête le jour du déconfinement, donc à partir du 11 mai de mémoire. Donc à partir du déconfinement et pendant les 3-4 jours qui ont suivi ce déconfinement, nous avons effectivement mené cette enquête. Donc la question, c'était, depuis le confinement, dans quelle mesure votre consommation de vin a, elle, changé ou pas au cours de ce confinement. Et donc l'idée, c'était de comparer effectivement avant ce confinement et pendant le confinement, et de voir en quelque sorte si on a perdu des consommateurs de vin, des fréquences ou des occasions de consommation, et donc des occasions d'achat aussi. Donc là, j'ai surligné 3 chiffres. Alors celui qui est en haut à droite, c'est globalement avant la date du 17 mars et avant la date du confinement. Dans quelle mesure vous aviez comme occasion de consommation de vin un repas informel à la maison. Donc là, nous avions 7% des répondants qui en fait n'avaient jamais cette occasion de consommation de vin. Et ce que l'on peut voir, c'est que nous sommes passés de 7% dans cet échantillon à 32%.
Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette occasion, consommer du vin pour un repas informel à la maison, le nombre de personnes pour qui cette occasion ne s'est pas présentée est passé de 7% avant le confinement à 32% pendant le confinement. Donc là, globalement, il y a une perte sèche, effectivement, d'occasion de consommation qui permettait une consommation de vin. Alors, je n'ai pris que cet exemple-là, mais les chiffres que l'on peut avoir sur d'autres occasions de consommation, que ce soit pour célébrer une occasion spéciale, que ce soit pour se relaxer, que ce soit pour faire un apéro virtuel, finalement, on se rend compte, y compris pour cette occasion-là, que nous sommes passés à peu près à 70% qui n'avaient pas ce type d'occasion avant le confinement, à peu près 70% qui n'ont pas cette occasion au cours du confinement. Donc oui, effectivement, certains ont consommé un petit peu plus pour ce type d'occasion, mais beaucoup n'ont pas changé leur comportement. Donc là, pour simplifier, dans les occasions de consommation, celle qui était la plus représentative en nombre d'individus, on s'aperçoit qu'on a une perte de quasiment 25 points de personnes qui n'ont pas eu cette occasion de consommation et donc n'ont pas consommé de vin. Alors, la même question, même type de tableau pour les fréquences de consommation. Et là, je vais uniquement me focaliser sur le vin rouge, sachant que nous avions aussi le vin blanc, nous avions le vin rosé, nous avions le vin effervescent, nous avions, etc., bière, vin doux naturel, etc., etc. Et là, la question était exactement la même. Sur votre gauche, c'est avant le 17 mars et donc avant le confinement, quelle était votre fréquence de consommation de vin rouge? Entre jamais jusqu'à une semaine ou plus. Et puis, sur la partie haute droite du tableau, vous avez au cours du confinement, dans quelle mesure votre consommation de vin rouge a changé ou pas. Et donc, la même chose, j'ai surligné donc deux chiffres en vert. Avant le confinement, il y avait 5% de cet échantillon, donc sachant que c'est un échantillon représentatif de personnes qui consomment du vin, nous avions 5 personnes qui ne consommaient jamais de vin rouge. Cette proportion est passée de 5% à 20% pendant le confinement. Alors, le vin rouge a été fortement impacté par le confinement. Le vin rosé et le vin blanc surtout a plutôt bien défendu, ou c'est bien défendu dans le sens où il a été impacté, mais relativement moins que le vin rouge. Et les vins effervescents, y compris les champagnes, ont été, j'allais dire, aussi fortement impactés que le vin rouge. Et ce qui rejoint effectivement l'occasion, célébrer un événement à la maison qui a fortement baissé au cours du confinement aussi, les deux étant liés. Alors bien évidemment, baisse des occasions de consommation, baisse des fréquences de consommation des différents vins. Par définition, effectivement, ça a généré aussi une baisse des fréquences d'achat. Donc là, j'ai uniquement pris l'exemple des super hypermarchés et donc toujours le même principe de lecture de ce tableau. Nous sommes passés de 4% d'individus qui n'achetaient jamais du vin avant le confinement dans un super hypermarché à 30% au cours du confinement qui ne sont pas allés acheter du vin dans ce type de circuit de distribution. Sachant que la grosse majorité des vins aujourd'hui en France est acheté en super hypermarché, effectivement, on retombe un petit peu sur la tendance qui s'est accentuée, à savoir qu'il y a de moins en moins de personnes qui achètent du vin. Et donc la période de confinement a accentué ce phénomène. Alors, en conclusion, alors vous allez certainement vous demander ce que fait ce saut percé ici, mais globalement, c'est exactement ce qui se passe de manière normale dans tous les, j'allais dire, secteurs ou dans toutes les catégories de produits. L'eau représentant les acheteurs. Donc effectivement, quelle que soit la catégorie de produits, on s'aperçoit que tous les ans, la catégorie perd des acheteurs. Et donc, ça se représenté par ce saut qui fuit. Maintenant, l'objectif effectivement de toute filière ou de toute entreprise, de toute marque, c'est de pouvoir re-remplir ce saut pour qu'il y ait toujours plus d'acheteurs par rapport à ceux qu'elle perd. Et là, effectivement, le Covid, ou en tout cas le confinement, a accentué le nombre de trous de ce saut. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? J'ai un petit peu, non, c'est pas que j'ai un petit peu peur, c'est une façon de parler aussi, que globalement, l'ensemble des acteurs de la filière tentent de mettre, j'allais dire, des rustines sur ce saut en se disant on va faire un discount de prix, on va faire des offres pour pouvoir essayer d'augmenter un peu plus l'achat de ceux qui achètent déjà, etc., etc. Alors que globalement, c'est se tromper de cible. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui achètent déjà une semaine ou plus, ou qui achètent plusieurs fois par mois, à un moment ou à un autre, il y a forcément l'utilité d'acheter et de consommer du vin qui atteint son plateau ou son plafond. D'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas pouvoir faire consommer beaucoup, beaucoup plus des personnes qui consomment déjà beaucoup. Donc, ça veut dire que derrière, le gros enjeu, pour moi en tout cas de la filière, et c'est mon dernier slide pour conclure, c'est effectivement de recruter des acheteurs de vin nouveaux dans la catégorie. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ou c'est ce qu'on échangeait, c'est globalement des personnes qui n'achètent pas, comment les faire acheter une fois. Et
par extension, ceux qui achètent une fois par an, 2 fois par an, que ce soit pour un cadeau ou pour autre chose, comment ces personnes-là, la filière va pouvoir les inciter à acheter 3 fois, 4 fois, 5 fois par an. Et c'est là tout l'enjeu. Alors c'est un gros enjeu, pourquoi? Parce que suite au Covid, effectivement, il va y avoir une grosse crise qui va se présenter à la rentrée et pour simplifier, un pouvoir d'achat en baisse. Et dans le même temps, j'allais dire une surabondance d'offres de vin sur le marché parce que les exportations sont encore très contraintes, j'allais dire. Et donc, le marché français devient quasiment le débouché naturel ou exclusif pour la plupart, en tout cas pour une grosse majorité des vins français. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une surabondance d'offres pour une demande qui va diminuer. Et donc, globalement, le gros enjeu, c'est effectivement comment faire croître la catégorie. Alors, comment le faire? C'est aussi la question qui peut être posée, j'allais dire, aux invités autour de ce webinaire et de cette table ronde. Alors, pour simplifier, il y a un mot que les Anglais adorent beaucoup à ce niveau-là, c'est rendre autant que possible l'acte d'achat frictionless. Autrement dit, il faut absolument repenser l'acte d'achat, voire le parcours d'achat, de manière complètement différente. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée aujourd'hui n'est pas forcément d'acheter un vin en tant que tel. L'idée, c'est par exemple l'image qu'il y a au milieu, c'est pourquoi pas commander votre bouteille de champagne via une application et vous la récupérez avec votre taxi Uber ou avec le taxi G7 de Paris ou avec le taxi bordelais ou etc. etc. Donc ce que je veux dire par là, ce n'est plus forcément tant le produit qu'il faut peut-être revoir, même si, comme on peut le voir en haut, effectivement, du vin infusé au cannabis, peut-être que ça va faire entrer des nouveaux acheteurs dans la catégorie, pourquoi pas, mais c'est aussi tout le service qu'il y a autour. Et donc, le gros enjeu aujourd'hui, c'est effectivement comment on peut simplifier au maximum le parcours et l'acte d'achat pour que des personnes qui n'achetaient pas forcément le fassent en toute simplicité, ou en tout cas que l'acte d'achat ne soit pas rebutant pour ces personnes à le faire. Et donc, le dernier point, c'est que c'est aussi un autre aspect. Si vous regardez sur les terrasses de café, il y a peut-être plus de personnes qui consomment de la bière qu'un verre de vin, que ce soit pour l'apéritif ou pour le repas. Donc, l'idée, c'est comment introduire ou réintroduire le vin dans le répertoire des boissons alcoolisées des individus quand ils ont envie de boire une boisson alcoolisée. Et donc, effectivement, la bière est venue capter un certain nombre d'acheteurs avant qui étaient des acheteurs de vin. Donc, comment essayer de les recapturer, ces personnes-là, et comment faire en sorte, effectivement, que le vin devienne un produit qui, effectivement, j'allais dire, même si c'est un peu galvaudé, mais dire un produit qui devient à la mode dans un acte d'achat. Et c'est vraiment dans l'acte d'achat et de consommation que ça devient important que le vin revienne dans l'esprit des consommateurs et des acheteurs. Alors certes, et la dernière photo, je ne l'ai pas évoquée, mais c'est effectivement tout ce qui est réalité augmentée. Et c'est encore un autre exemple qui va permettre peut-être de redéfinir un parcours d'achat fun, simplifié, etc., pour des personnes qui n'avaient peut-être pas forcément l'habitude de le faire. Donc là, ce ne sont que 3 exemples. Et je suis sûr qu'effectivement, les autres personnes autour de ce webinaire et de cette table auront d'autres éléments à présenter. Mais c'est effectivement pour moi tout l'enjeu de la filière aujourd'hui. C'est comment redéfinir le produit vin non plus comme un produit, mais comme un service au sens très large du terme. Et merci Hervé pour cette étude et cette présentation. Il n'y a plus qu'à dérouler maintenant puisque le panorama est bien planté. On va partir du côté de chez Cdiscount. Laurent Lacluc, par rapport aux éléments que vous avez entendus sur la façon dont les consommateurs ont évolué pendant le confinement et déconfinement, comment est-ce que chez Cdiscount, vous avez vu les ventes de vin évoluer? Avec le micro. Merci Hervé, bonjour à tous. Écoutez, alors c'est très intéressant. Cette période de confinement, en ce qui nous concerne, elle a été très active. Comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est vrai que dans un contexte d'achat contraint, où l'accessibilité des magasins était difficile pour les Français, avec des catégories qu'on pourrait qualifier de non essentielles, dont font partie les vins et les spiritueux, dans un contexte où les enseignes ont dû arbitrer aussi les flux et les personnes dédiées à mettre en avant les marchandises en magasin. Il y a eu des vrais arbitrages sur certaines catégories, et dont les vins et spiritueux. Donc c'est vrai que la disponibilité des vins et des spiritueux durant cette période de confinement a été somme toute assez compliquée dans les magasins physiques en général, même si je pense qu'on peut faire une distinction selon les formats d'enseigne. On peut faire la distinction entre la proximité
les hivers. Donc c'est vrai que dans un environnement d'achat contraint, on a bénéficié effectivement d'un trafic, d'un flux de clients exceptionnel, et ce qui nous a amené effectivement à être amené à proposer et à générer des ventes importantes sur les vins et les spiritueux et sur toutes les catégories que commercialisent Cdiscount. Et c'est nous, ce qu'on appelle trafic, c'est les clients qui rentrent dans un magasin. Quand vous avez des clients qui rentrent dans un magasin physique, le trafic, c'est les clients qui vont sur le site internet. Et c'est vrai que durant cette période, et plus particulièrement sur le mois d'avril, ce qui a été communiqué, on a vu un afflux de plus de 35% de trafic sur le site, avec des ventes de plus de 40% en volume d'affaires. Ce sont des nouveaux visiteurs que vous avez vu arriver, ou est-ce que ce sont vos visiteurs réguliers qui ont plus consommé? Ouais, très bonne question. C'est vrai que cette période nous a permis de renforcer les liens qu'on avait avec nos clients habituels. Il faut savoir que chez Cdiscount, en ce qui concerne les vins et spiritueux, on a des clients qui sont très fidèles. L'enjeu pour nous est de recruter. Et une fois qu'un client est recruté, on arrive à l'adresser toute l'année et il reste fidèle au magasin toute l'année. Donc c'est vrai que on a pu, durant cette période, échanger avec nos clients, on va dire, habituels, notre pool de clients fidèles. Et surtout, on a pu effectivement voir arriver différents segments de clients auxquels on n'avait pas accès auparavant et qui sont venus naturellement fréquenter les différentes vitrines et particulièrement celle des vins et spiritueux. Donc, pour répondre à votre question plus précisément, cette période nous a aussi permis de recruter de nouveaux clients. Très bien. On va se focaliser un peu plus précisément sur Bordeaux avec Christophe Château. Comment est-ce que les ventes des vins de Bordeaux se sont comportées pendant la période du confinement? Alors, tout d'abord, je confirme tout ce qui a été dit par Hervé Laurent en début de webinaire. On est bien sur ces phénomènes-là. On a mesuré précisément les chiffres de ventes en France pendant le confinement. Il y a des variabilités fortes en fonction des types de magasins et des types de produits. D'abord, les types de magasins. Si on mesure les ventes de vins tranquilles en France pendant le confinement, dans les hyper, la baisse était de 16%, ce qui est assez important. Dans le hard discount, c'était plutôt stable avec une progression de 2%. Dans les formats supermarchés, progression de 7%. Format magasin de proximité, 20% de croissance. Et enfin, comme disait Laurent, e-commerce, progression de 137%. Donc, il y a eu vraiment une modification des modes des comportements d'achat des acheteurs, où le modèle grand format de magasin hyper était complètement boudé, plutôt pour aller vers de la proximité et encore plus vers du e-commerce. Ça, c'est pour la mesure en fonction des formats de magasins. Et après, en fonction des types de produits, il faut savoir que le total des produits de grande consommation a plutôt été positif pendant la période de confinement. Les gens ont moins été au restaurant, moins été dans les cantines d'entreprise, donc ont plus acheté en supermarché. Et on est sur des chiffres entre plus 9 et plus 13% produits de grande consommation, à l'intérieur desquels le rayon liquide était plutôt légèrement négatif pendant la période de confinement, moins 4%, mais redevenu positif après, plus 14, plus 22 et plus 16% les semaines suivantes. Et ça, plutôt porté par la bière. Ça a été dit par Hervé, mais la consommation de bière pendant la période de confinement et post-confinement a été beaucoup plus importante que celle du vin, puisque même pendant le confinement, la bière était en croissance à plus 9, et avec des chiffres semaines 20, 21 et 22, entre plus 31 et plus 48% pour la bière. Et enfin, si on en vient au vin, la partie vin effervescent était le produit le plus touché, puisque pendant le confinement, les ventes de vins de champagne ont chuté de 54%. C'est le produit avec la plus forte baisse des ventes. C'est un produit festif, c'est un produit de célébration. Pendant le confinement, on célébrait peu. Les chiffres sont légèrement positifs depuis, mais ça n'a en aucun cas compensé les pertes du confinement. Et la partie vin tranquille était légèrement en baisse pendant le confinement à moins 3 et assez positive depuis, plus 18, plus 22 et plus 16%. Donc globalement, sur les types de produits, grande consommation plutôt en hausse, rayon liquide plutôt en hausse, mais tiré par les bières, vin effervescent et particulièrement champagne en forte chute, et vin tranquille en légère baisse pendant le confinement et en reprise depuis. Et à l'intérieur de ça, il y a encore des diversités, avec les rosés qui ont très fortement progressé. C'est la couleur qui a le plus progressé pendant le confinement et juste après.
principalement via les IGP, les vins d'identification géographique protégée, alors que les AOC sont stables. Et puis, un format de conditionnement qui a aussi énormément progressé, c'est les bibs. Les gens ont beaucoup moins acheté de bouteilles et beaucoup plus acheté de bag-in-box pendant le confinement et juste après, avec une progression de 26% en volume de vente de bibs. Les AOP, elles, au contraire des IGP, sont légèrement négatives et principalement en rouge, alors que les blancs étaient plutôt stables et que les rosés étaient en progression. Voilà pour les chiffres de vente que l'on a pu mesurer pendant le confinement et dans la période juste après. Donc des variabilités fortes en fonction du type de magasin, hyper, super, proximité ou e-commerce. Des variations fortes en fonction du type de produit, IGP ou AOC, vin tranquille ou vin effervescent. Et des variations fortes en fonction du conditionnement, avec une très forte progression des bibs et une baisse. Vous avez dit peut-être une question sur le prix chez Cdiscount. Est-ce qu'on constate que sur quel segment les consommateurs, peut-être pas se ruent, mais en tout cas, on voit leurs achats durant le confinement et puis pendant la période de déconfinement? Est-ce qu'on consomme un peu plus cher, un peu moins cher? Non, alors c'est vrai que on aurait pu s'attendre, même si je pense qu'il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de cette crise. Hein. D'un point de vue commercial, je pense qu'on attend tous fébrilement la rentrée et les prochains mois. Mais c'est vrai que, curieusement, on s'attendait à voir se profiler, comme on l'aime à dire, l'effet de sablier se renforcer avec les segments, on va dire, Access se renforcer et à l'inverse, des segments plus iconiques, plus premium également se renforcer. Et en fait, cet effet de sablier qu'on observe dans la filière depuis maintenant plusieurs années, on a estimé, on a mesuré qu'il se nivelait. On était revenu sur une structure un peu plus en patatoïde où tous les segments étaient globalement recherchés. Cette structure de besoins, c'est celle qu'on observait il y a encore 15 ans dans la filière, qui s'est profilée sur on va dire sur un profil de sablier en entonnoir. Là, durant cette période, curieusement, on a vu se dégonfler un peu cet effet de sablier pour revenir sur quelque chose qu'on a connu il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, je pense que honnêtement, et ça c'est juste un partage d'expérience, il est encore trop tôt pour mesurer si cette tendance va s'inscrire dans le dur en termes de consommation. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on va observer attentivement. Et les premiers retours aux échanges qu'on peut avoir avec nos différents confrères de la distribution, beaucoup effectivement s'attellent à la rentrée à avoir un axe prix très fort pour espérer retenir le client sur la catégorie et générer une certaine élasticité en termes d'achat. C'est quelque chose qu'il faudra observer de près pour voir si effectivement cette stratégie ou ce positionnement aura un effet sur les ventes. En ce qui nous concerne, on est, je ne vais pas dire qu'on est dubitatif, on attend de voir effectivement comment ça va s'inscrire dans le temps. C'est trop tôt encore pour le juger. Très bien. Vous avez parlé des goûts, des couleurs, ça ne se discute pas, tout le monde sait ça, mais on va quand même parler un peu du goût avec Gilles Brianceau. Comment est-ce que Innovin, qui travaille sur ces sujets-là, peut, tant que ce soit pesable, identifier les goûts qui sont à la mode, voire même transformer le vin, je ne sais pas dans quel cadre exactement, pour que le rendre en adéquation avec les attentes des consommateurs? Bonjour à tous. Alors d'abord, je vous rassure, on ne va pas transformer les goûts ni transformer le vin. Nous, Cluster Innova, on accompagne les entreprises de la filière, notamment les entreprises projets d'innovation. Donc il s'agit plus pour nous d'aider les entreprises à disposer d'outils pour être plus compétitives et plus performantes. Donc il s'agit de effectivement accompagner les projets d'innovation et mettre à disposition autant que possible des entreprises de la filière, que ce soit des producteurs, des négociants, mais aussi des entreprises qui fournissent des solutions innovantes pour les producteurs et négociants, à faire en sorte que ces innovations, que ces projets germent et deviennent des solutions disponibles pour la filière. Alors, en termes de goût, on pourrait faire un webinaire ou même plusieurs sur le goût du vin de Bordeaux moi, j'ai aucune prétention à vouloir expliquer aujourd'hui ce que doit être le goût du vin de Bordeaux pour plaire au consommateur, ou à l'inverse, quel goût recherche le consommateur dans le vin de Bordeaux. En revanche, je pense qu'on a besoin peut-être, ou en tout cas mon rôle là, c'est peut-être aussi de prendre un peu de hauteur et de recul
D'abord, d'une part, je pense qu'une question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les phénomènes qu'on a vus durant le Covid, durant la crise, en termes de consommation, de fréquence, d'actes d'achat, de type de consommation qu'ont souligné les uns et les autres parmi les intervenants, est-ce qu'ils sont durables? Est-ce que c'était évidemment quand on ne pouvait pas sortir de chez soi, on avait plus de mal à acheter du vin en supermarché, ça paraît logique. Comment ça va se poursuivre à l'avenir? Il faut regarder la situation avant effectivement la crise du Covid aussi. On sait que les dernières foires au vin, par exemple, Christophe pourrait le confirmer, sur les vins de Bordeaux, qui était un moment phare pour la vente de vins de Bordeaux, elles étaient plutôt en difficulté, mais ça s'inscrit aussi dans une logique plus grande de recherche de circuits courts, de recherche d'une certaine désaffection des grands supermarchés en périphérie. Donc voilà, les modes de consommation, ils évoluent, le mode de consommation du vin, il évolue lui aussi, et le Covid, est-ce qu'il n'a fait qu'accélérer, qu'amplifier des phénomènes qui existaient déjà? Est-ce qu'il va créer de nouvelles tendances aussi, hein? Je lisais quelque part un spécialiste du secteur qui disait aujourd'hui, effectivement, un certain nombre de consommateurs se sont créés des comptes sur des sites internet dédiés à la vente de vin. Ils ont acheté du vin, maintenant qu'ils ont le compte, maintenant qu'ils ont fait l'expérience, est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont aller plus loin? Voilà, on verra ces discounts plus tard. Effectivement, il est un peu tôt encore pour en tirer des conclusions. Pour en revenir sur le goût proprement dit, je pense qu'il y a l'offre et la demande là aussi. C'est-à-dire le goût du vin de Bordeaux, son adaptation aux besoin, à l'envie du consommateur, et puis le goût du consommateur. Alors si on savait, on serait des devins, mais moi ce que je voudrais souligner, c'est le travail qui peut être fait quand on parle d'innovation. L'innovation, elle peut venir évidemment des acteurs sur le terrain, des entreprises, elle vient aussi du monde de la recherche. Et je pense que la filière, les acteurs de la filière auraient intérêt à travailler plus en lien avec la filière sur ces questions-là. Le goût du vin de Bordeaux, il a changé, il a évolué. Moi, j'aime bien rappeler qu'à la fin des années 60, c'est pas si loin que ça quand même. Alors, ça paraît très loin, mais quand on voit la durée de vie d'une vigne, à la fin des années 60, le vignoble de Bordeaux, c'était pas loin de 60% de vin blanc. Voilà. On ne sait pas toujours. Et c'était beaucoup de sémillons. Aujourd'hui, c'est 70-80% de vin rouge et c'est majoritairement du merlot. Demain, dans 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. Si on prend l'exemple du vin blanc, je trouve que c'est très intéressant parce que il y a quelques dizaines d'années, quelques 15 ans, le vin blanc de Bordeaux, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le goût du vin blanc de Bordeaux a considérablement évolué. Les vins blancs de Bordeaux qu'on trouve aujourd'hui, à base de Sauvignon, ils ont trouvé une place, ils ont trouvé un style qui est unique. Qui est unique en tout cas, qui est le style du vin blanc à Bordeaux. Ça a été possible grâce à de nombreux travaux de recherche, encouragés par la filière, en lien avec les professionnels, en lien avec des entreprises de la filière, avec des fabricants prodologiques, avec des fabricants de barriques, etc., pour arriver à faire évoluer ce goût et à rendre un vin qui soit, alors inimitable, je ne sais pas, mais en tout cas qui ait ses caractéristiques et que le consommateur reconnaît comme étant un vin blanc de Bordeaux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce travail qui a été fait sur le vin blanc, on gagnerait, alors c'est long, c'est complexe, mais on gagnerait à le faire également sur les vins rouges de Bordeaux. Et puis il y a côté consommateur, là aussi, où il y a le goût, mais il y a aussi, on en a parlé, tout le contexte, et je pense qu'on y reviendra. Qu'est-ce qui fait qu'un consommateur va aller vers un vin de Bordeaux? Les statistiques, les chiffres que nous ont montré Hervé tout à l'heure, il serait très intéressant d'aller plus loin et de creuser par type de vin, parce que là, c'était les consommateurs français sur le vin rouge en général. Quid de Bordeaux par rapport à d'autres régions, etc. Et donc, c'est aussi lié à un contexte d'achat, à une image que se fait le consommateur des vins de Bordeaux. Et là aussi, je pense qu'on aurait intérêt à travailler plus en lien avec des économistes, avec des sociologues, avec, pourquoi pas, des historiens, sur la manière dont le consommateur perçoit le vin de Bordeaux, la manière dont l'image du vin de Bordeaux évolue et comment aujourd'hui se rapprocher du consommateur aussi en travaillant sur les circuits courts, la naturalité, toutes ces questions qui sont au cœur des préoccupations du consommateur. Est-ce que Bordeaux les véhicule aujourd'hui? Donc on s'éloigne un peu du goût, mais je pense que c'est un élément qui est essentiel dans l'acte d'achat. Vous parlez des circuits courts. La tendance de la consommation locale et responsable était déjà bien engagée avant le Covid. Elle a sans doute été accélérée avec le Covid. Hervé Remond, est-ce que vous, dans vos études ou dans ce que vous avez étudié,
c'est quelque chose que vous constatez? Comment est-ce que ça se concrétise dans l'acte d'achat des consommateurs de vin? Alors, effectivement, dans l'étude que nous avons menée, il y avait aussi l'objectif de tester dans quelle mesure une période de confinement qui était pour beaucoup de personnes peut-être un peu stressante, voire plus, etc., a conduit justement à revenir sur plus d'authenticité et de local. Et donc, en gros, l'hypothèse que l'on cherche à démontrer, c'est qu'au cours de ce confinement, comme on a aussi les lieux d'habitation des individus qui ont répondu à l'enquête, c'est de voir dans quelle mesure les personnes qui habitent une région donnée ont effectivement consommé relativement plus des produits de cette région-là en fonction de leur niveau de stress et d'aversion à globalement la situation qu'ils pouvaient vivre. Donc oui, alors j'ai pas les résultats encore parce que les analyses ne sont pas encore terminées sur cet aspect-là très précis. Mais globalement, j'ai quelques collègues qui ont commencé à publier autour de ça, pas forcément en France, mais autour de cette étude. Et effectivement, il y a ce retour au côté local et authentique qui a été renforcé. Maintenant, pour rejoindre ce qui a été dit précédemment, le côté local a forcément été renforcé, a certainement été renforcé aussi parce que l'offre de vin d'un point de vue local, est souvent surreprésenté que si vous allez dans un supermarché à Bordeaux. Globalement, vous avez relativement plus de vins de Bordeaux que si vous allez sur le même supermarché Carrefour à Nice ou à Lyon, pour simplifier. Et donc, comme il y a plus de produits physiquement de Bordeaux, effectivement, les habitants de Bordeaux, dans ce contexte-là, ont peut-être effectivement eu par réflexe d'aller un peu plus sur les vins de Bordeaux que sur les vins d'ailleurs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et ça rejoint aussi l'histoire du bag-in-box, etc., c'est que la période de confinement a aussi éloigné peut-être un peu plus les individus sur les hypermarchés qui étaient un peu plus loin pour y aller en voiture, etc., etc. Et donc, ont certainement peut-être fait aussi, en tout cas pour ceux qui ont dans les villes moyennes à grandes, sont peut-être allés effectivement sur les magasins de proximité. Et qui dit magasin de proximité dit aussi l'opportunité de travailler un peu plus, en tout cas plus de marge de manœuvre pour travailler avec des acteurs locaux. Et donc, effectivement, renforcement effectivement d'achat de produits plus localement que, j'allais dire, nationalement. On n'a plus votre micro. Merci, oui, je suis étourdi. Les internautes ont commencé à poser des questions et je vois que les intervenants répondent en direct, donc c'est bien, le chat fonctionne. Une question d'Aurélien. Y a-t-il des études du CIVB de Kedge sur les goûts et attentes des consommateurs? Donc, le CIVB a déjà répondu en direct, apparemment. Monsieur Château, si vous pouvez nous la faire à l'oral, qu'on profite de la réponse. Alors, attendez, juste la question, c'était quoi? Parce que d'Aurélien Visa, y a-t-il des études du CIVB Kedge ou autres sur les goûts et attentes des consommateurs? Christophe, je te laisse répondre. Vous avez quand même mené pas mal d'études là-dessus, quand même. Alors, on a mené pas mal d'études, mais on est en train de compiler tout ça. Surtout, il a été décidé par le bureau du CV il y a un mois maintenant de lancer une grande étude là sur 18 mois où on va acheter des produits en magasin dans une fourchette de prix de 3 à 8 euros pour non pas définir un profil produit, mais définir différents profils produits avec des vins plus structurés, plus fruités, plus ronds, plus tanniques, et essayer de faire comme ça des patates de 4 profils produits différents en fonction de ce qu'attendent les consommateurs, pour ensuite aller à l'étape amont et amener aux vinificateurs des chemins de travail pour obtenir ces profils produits. Et dire à un vigneron, si vous voulez un vin rond, souple et fruité, parce que c'est ce que vous demandent vos consommateurs, voilà à quelle date il faut vous en manger, voilà comment il faut vinifier, et voilà comment il faut travailler vos vins. Donc c'est un travail assez global. On ne définira pas un seul profil produit, parce qu'il y a différents profils produits, vous l'avez dit, les goûts et les couleurs peuvent varier d'un consommateur à un autre. L'idée, c'est d'identifier ces différents profils produits et définir les cheminements techniques pour les obtenir. Et on devrait avoir les premières conclusions de cette étude à l'automne 2021. Parfait, merci pour cette réponse. Gilles Brianceau, sur ce sujet-là, comment est-ce que vous accompagnez les viticulteurs qui souhaitent produire des vins plus naturels? Ouais, alors, pour compléter ce que dit Christophe en répondant aussi à Aurélien, il existe évidemment de nombreuses études universitaires également, génériques, générales, sur les attentes et les goûts du consommateur. Donc, à Aurélien de fouiner. Ce que je voulais rajouter, c'est à mon avis, la complémentarité entre, par exemple, ce que vient de dire Christophe sur l'étude qui va être lancée, en réponse à un besoin immédiat. C'est-à-dire,
effectivement, aujourd'hui, maintenant, je suis producteur, je suis négociant. Qu'est-ce qu'attend le consommateur? Comment je peux essayer de coller au mieux aux différents profils dans différents pays, etc. Et puis, il y a gérer, c'est prévoir, comme on dit. Et il y a deux personnes et n'a de boule de cristal. Mais je pense que là, par contre, c'est dans les études de la recherche, c'est en regardant les tendances de fond, en regardant ces évolutions, en se projetant, qu'il faut essayer aussi d'anticiper les tendances à venir pour ne pas se retrouver à chaque fois à courir après, je dirais la recherche du consommateur perdu, quoi, en quelque sorte. Alors, comment on accompagne les producteurs dans la production de vins plus naturels? Alors, je mets beaucoup de guillemets à naturel parce que c'est un mot qui peut prêter à confusion. En tout cas, de répondre à une préoccupation du consommateur pour des vins qui sont plus responsables vis-à-vis de l'environnement. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, encore une fois, nous, on n'accompagne pas le viticulteur au quotidien, ce n'est pas du tout notre rôle. Par contre, faire en sorte que des outils, des solutions apparaissent pour permettre aux producteurs de produire, s'ils le souhaitent, et en fonction de ces contraintes, des vins plus naturels, oui, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, je dirais c'est tous azimuts, parce que c'est aujourd'hui quand même une des préoccupations majeures de la filière de produire des vins plus responsables vis-à-vis de l'environnement. Il y a un point qui me semble important à souligner en préambule, enfin dans ce contexte, dans ce débat, c'est le quiproquo qu'il peut y avoir chez un certain nombre de consommateurs et dans la perception qu'on en a de cette notion de naturalité. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que finalement le consommateur, quand il achète un vin avec un label environnemental, hein, que ce soit bio, HVE, et Dieu sait que il se multiplie aujourd'hui, et ça peut devenir une problématique, effectivement, d'avoir une armada de labels environnementaux dans lequel, finalement, le consommateur n'arrive plus à se retrouver. Mais quand il achète un label environnemental sur un vin avec un label environnemental, il vient surtout chercher une réponse à une préoccupation sanitaire. C'est-à-dire, c'est avant tout, finalement, sa santé par rapport à l'environnement. Il y a des études qui montrent que, par exemple, un consommateur face à une bouteille de vin bio et une bouteille de vin sans sulfite ajouté, pas bio, bah, il va avoir une préférence, une capacité à payer supérieure pour la bouteille sans SO2 que pour la bouteille bio, toutes choses égales par ailleurs, évidemment. Donc l'argument sans SO2 prend le pas sur l'argument bio, parce que c'est effectivement là l'argument sanitaire qui prend le pas. Et on le voit aujourd'hui aussi avec l'apparition de labels sans résidus de pesticides. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, finalement, l'important, c'est pas ce qui se passe en amont, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Et moi, je veux qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides. Alors après, évidemment, l'environnement, les abeilles et le reste, et je mets des guillemets à ce que je dis, sont importants aussi. Mais il y a cet aspect sanitaire qui est essentiel. Alors après, quand je disais tous azimuts, accompagner le producteur, ben évidemment, c'est des projets qu'on accompagne qui concernent la mise en place de solutions de biocontrôle, c'est-à-dire de solutions de produits phytosanitaires issus de molécules d'origine naturelle pour petit à petit remplacer les pesticides de synthèse. C'est travailler sur la qualité de la pulvérisation, c'est travailler sur tous les outils numériques d'aide à la décision, comment on fait pour intervenir à la vigne au bon moment, à la bonne dose, au bon endroit, avec juste ce qu'il faut au bon moment. C'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre très concrètement dans le vignoble. Donc voilà, on accompagne ce type de solution. Et je voudrais aussi quand même délivrer un message un peu optimiste là-dessus, c'est qu'il faut aussi toujours prendre du recul. Regardons où on en était en termes d'utilisation de pesticides, en termes de préoccupation sur l'environnement, en termes d'effluents viticoles. Sur tous ces sujets-là, regardons où on en était il y a 10 ans et regardons où on en est aujourd'hui. Il y a des progrès énormes qui ont été accomplis et je pense que la machine est lancée, que les solutions, elles arrivent, elles s'accélèrent et voilà, on est dans la bonne voie. Alors, il y a la marche la route est longue, la pente est raide, comme dit l'autre, mais on avance. Voilà. Laurent Lacluc, de ce que vous voyez sur ces discounts, est-ce que les labels bio, éco-responsables qu'on vient de citer, est-ce que ça permet de doper ces ventes ou est-ce que finalement l'effet est encore très léger? Excusez-moi,
Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question. J'ai des petits problèmes de connexion. Est-ce que vous pourriez répéter? On parlait des vins avec des labels bio ou éco-responsables. Est-ce que ça permet effectivement de générer des ventes supplémentaires en nombre ou est-ce que l'effet est encore limité? Non, bah, très clairement, ça constitue un prérequis pour un grand nombre de clients, que ce soit sur le net ou le physique, puisque on remarque pour avoir lancé une activité de caviste en décembre dernier sur la région parisienne, on voit très bien la porosité des modèles entre le physique et le digital. Les clients sont multiples. Un même client peut être amené à fréquenter du physique et du digital. Et c'est vrai qu'on perçoit bien la montée en puissance depuis maintenant plusieurs années de ce type de prérequis, de labels. Je vous rejoins sur le fait sur l'impact de la démultiplication de ces labels en termes de lisibilité, de visibilité de la part des clients. Je pense qu'effectivement, avoir trop de labels, ça peut à terme nuire à améliorer le parcours d'achat et à rassurer, et in fine, et à transformer l'acte d'achat. Maintenant, ce qu'on observe sur le physique comme sur le site, c'est qu'on a une part prégnante et qui augmente de façon significative sur tous ces labels, et principalement le bio, qui jouit d'une notoriété spontanée la plus forte encore aujourd'hui. Donc ça, c'est indéniable. Et je rejoins le point qui a été dit précédemment sur l'approche sanitaire que certains clients recherchent au travers du label bio, à contrario des Allemands, où effectivement on est plus on mesure au travers de l'acte d'achat de vin bio l'impact, on va dire, plus sociétal ou environnemental de ces vins, alors qu'effectivement sur le marché domestique, on est sur une approche qui est, on va dire, pas foncièrement différente, mais qui est différente. Ouais. Du côté Christophe Château, du côté CIVB, c'est très bien que le bio n'est pas né il y a 6 mois, il y a 6 mois ou il y a 3-4 mois avec le Covid. Comment est-ce que vous voyez cette tendance sur les prochaines années du développement du bio? Alors j'aime souvent dire que le département de France où il y a le plus de vignes en bio, c'est la Gironde. Les gens le savent assez peu et on est aujourd'hui à entre 11 et 12% du vignoble bordelais qui est en agriculture biologique, mais avec un très fort développement ces dernières années et beaucoup de vignes qui sont en conversion, parce qu'il y a une vraie tendance pour aller vers ces produits-là, d'abord par une volonté des producteurs de protéger l'environnement, mais aussi par une demande forte des marchés et une dynamique, au début à l'export plutôt vers l'Europe du Nord et l'Allemagne, mais aujourd'hui en France et dans l'ensemble des marchés. Donc c'est une constante qui est forte. La région du Languedoc-Roussillon est encore à des chiffres supérieurs en bio, mais notamment parce qu'ils ont un climat qui permet plus facilement de faire du bio et avec une pression mildiou qui est plus importante que chez nous, alors que d'autres vignobles comme la Champagne sont très peu, je crois que la Champagne, ils sont à moins de 3% de vignobles en bio. Ça dépend aussi des... D'accord. Il y a un sujet qui est lié au bio et aux produits naturels, Gilles Brianceau, c'est celui de la transparence et de la traçabilité. Comment est-ce que vous accompagnez les viticulteurs sur ces sujets-là? Ouais, alors, la transparence, la traçabilité, oui, ça va avec. À mon avis, ça va avec la volonté de se rapprocher du producteur. C'est-à-dire, les circuits courts, je dirais, quelle que soit la longueur du circuit, on peut avoir, notamment grâce au digital, des moyens d'être beaucoup plus proche du producteur. On y reviendra sûrement. D'abord, la traçabilité, elle est obligatoire. Le vin est un produit alimentaire, donc il faut être à tout moment capable de remonter jusqu'à l'origine du produit, jusqu'aux parcelles, jusqu'aux produits de traitement, jusqu'aux produits œnologiques. Il y a des cahiers, il y a une traçabilité. Elle est obligatoire, elle est assurée par les viticulteurs. Alors, elle est assurée, évidemment, de manière plus ou moins informatisée, de manière plus ou moins fluide. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on constate, nous, c'est qu'elle est souvent subie par les opérateurs, par les viticulteurs, parce que effectivement, c'est une obligation légale. Donc, on se doit d'enregistrer l'ensemble des opérations qu'on fait. Et donc, évidemment, quand quelque chose est subi, on n'a pas forcément envie d'investir sur ce point-là. Or, je suis persuadé que derrière, on peut tirer parti de cette obligation d'enregistrement pour mieux communiquer et justement afficher la transparence et favoriser le lien avec le producteur. C'est-à-dire que pouvoir remonter, certains le font, bien sûr,
et les outils le permettent. Pouvoir remonter très facilement jusqu'à la parcelle, pouvoir montrer, y compris visuellement sur une carte, d'où vient le vin, pouvoir mettre en avant toutes les étapes de réalisation du produit. Je pense que c'est un argument qui est très important. Je donne cet exemple qui a été mis en place par une grosse coopérative dans le monde du poulet, à titre d'expérimentation. Ils ont mis en place à travers un simple QR code qu'on peut flasher ou un code barre, ou bref, un outil tout simple, je dirais que tout le monde a à travers son smartphone, eh bien, la possibilité de remonter toute la vie du poulet. Hein, je dirais presque qu'on voit le papa poulet, qu'on voit le poussin naître, et on sait où il était, chez quel éleveur, dans quelle région, comment il a été transporté, comment il a été transformé, etc., jusqu'à l'achat au supermarché. Voilà. Évidemment, c'est des choses qui ne peuvent pas être faites avec un tableur Excel et un cahier papier. Donc, ça suppose des outils. Les outils existent, les technos, elles existent. Elles ont un coût, voilà. Mais d'abord, ce sont des choses qui se développent beaucoup et qui non seulement peuvent faire gagner en matière de communication, de transparence, d'affichage vis-à-vis du consommateur et vis-à-vis aussi d'ailleurs des distributeurs et des différents partenaires, mais aussi, et on l'oublie souvent, qui peuvent faire gagner en performance le viticulteur parce que voilà, être capable de beaucoup mieux tracer au sein de son entreprise les différentes interventions, les différents points névralgiques, etc., c'est aussi potentiellement un élément de gain en termes de compétitivité, de connaissance de ses coûts de production, etc. Donc, il y a des outils qui existent, il y a un travail à faire d'appropriation de ces outils par les producteurs à travers de la formation, de la sensibilisation, et aussi, bien sûr, continuer à améliorer l'ergonomie, la facilité d'accès de ces outils qui sont parfois encore peut-être complexes. Les circuits courts, on le vend en poupe. Comment est-ce qu'au CIVB, on peut faire pour encourager les Bordelais à boire du Bordeaux? Alors là, c'est l'info du moment puisque un nouveau label a été créé en partenariat avec la mairie de Bordeaux, l'Office de tourisme, l'UMIH, qui s'appelle le Pensons local, Vivons Bordeaux. Il a été lancé le jeudi dernier dans un restaurant éphémère qui vient d'ouvrir pour les mois de juillet et août au Hangars 14 qui s'appelle Terrasse 14 et qui a une carte des vins 100% vin de Bordeaux et des produits alimentaires qui viennent tous de moins de 100 km. Donc l'idée, c'est effectivement, ça a été beaucoup évoqué pendant le confinement, comment on va redévelopper l'économie locale. Les touristes qui viendront remplir les tables des restaurants cet été, ce ne sera pas des Américains et des Japonais, ce sera d'abord des Bordelais, puis des Girondins, puis des Aquitains, et bientôt des Français. Donc on veut créer ce label pour inciter les différents opérateurs de la gastronomie, du vin, du tourisme et de la culture à développer des offres pour les consommateurs locaux. Et l'UMIH nous suit sur cette démarche, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration. Et l'idée, c'est d'essaimer et d'avoir, je me rappelle moi des campagnes qui avaient été lancées avec la marque 64 en disant je colle cet autocollant derrière ma voiture parce que je suis fier d'appartenir à ce département ou à cette région. Et ben l'idée, c'est aussi que à Bordeaux, on défende la marque Bordeaux, les vins de Bordeaux et la gastronomie locale. Hervé Remaud, sur le sujet qu'évoquait tout à l'heure M. Brianceau, le consommateur a de plus en plus envie de connaître qui se cache derrière la bouteille ou qui se cache derrière l'étiquette. Comment est-ce que les viticulteurs peuvent apporter un peu plus d'informations? C'est une question notamment que pose Jérôme Barada. Avez-vous identifié les informations de plus en plus recherchées par le consommateur pour comprendre le vin et faciliter l'acte d'achat? Alors pour le coup, je vais reprendre à mon compte la réponse que Christophe a fait, à savoir que le digital peut effectivement énormément aider. Et effectivement, ça rejoint la simplification, aussi la simplification d'accès à l'information. Et aujourd'hui, c'est vrai que les outils digitaux nous permettent d'accéder beaucoup plus facilement, j'allais dire, à la donnée source concernant le viticulteur. Maintenant, globalement, si c'est important pour beaucoup d'amateurs de vin, effectivement, de mieux connaître qui est le viticulteur derrière, etc., etc., je reste convaincu aujourd'hui qu'une grosse partie des acheteurs et des consommateurs de vin, j'allais dire, s'en fichent royalement presque de qui est le viticulteur, etc., etc. L'idée, c'est qu'il y a aussi une frange de la population qui consomme du vin pour la partie plaisir du produit, sans aller à intellectualiser presque d'une certaine manière ce qu'est les produits qu'ils boivent.
Quand des jeunes ou des moins jeunes boivent une bière, ils vont pas se poser la question effectivement de quel outil industriel il sort, etc., etc. Ça rejoint un petit peu cet aspect-là. Donc effectivement, on a effectivement la chance en France et dans d'autres pays d'avoir, j'allais dire, différents segments de consommateurs et d'acheteurs. Il y en a effectivement une partie à un extrême, j'allais dire amateur et très experte, qui veut en savoir plus. Et on en a une autre à l'autre extrême qu'il ne faut pas du tout oublier, mais qu'il faut aussi savoir combler, qui est peut-être plus sur une recherche d'émotion, une recherche de plaisir, et qui finalement, c'est pas qu'il se fiche tant que ça d'eux, mais par contre, les indicateurs qu'il peut y avoir sur l'étiquette vont leur suffire pour pouvoir, j'allais dire, profiter de l'occasion de consommation, quoi. Donc, aller vers ces aspects-là, oui, et le digital peut aider et faciliter complètement. Après, la question qui se pose, c'est qu'à force d'avoir de plus en plus d'outils digitaux, on se retrouve noyé sur l'ensemble de cette masse digitale. Et quand on se retrouve noyé à un moment ou à un autre, effectivement, est-ce que les personnes vont aussi aller chercher sur les différentes sources, etc., ce qui peut exister sur. Après, sans parler de la multiplication de l'information qui peut parfois être contradictoire, etc., etc. Mais ce que je voulais dire aussi, c'était ne pas oublier effectivement cette autre frange de la population qui finalement n'est pas tant que ça à la recherche de ces éléments-là, mais par contre qui veulent un vin plaisir ou qui veulent une occasion plaisir, j'allais dire presque quel que soit le vin. Pour Laurent compléter, Lacluc. pardon, Oui, juste allez-y, avant, allez-y. pardon, pour compléter et rebondir sur ce que dit Hervé, je pense tout de même qu'il existe des outils numériques, on va appeler ça comme ça, pour tous les types de consommateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, y compris sur des vins d'entrée de gamme, des vins plaisir, sur lesquels on va peut-être moins intellectualiser la relation avec le producteur, rechercher des choses complexes. Mais on va devoir quand même choisir un vin. On cite souvent l'exemple, effectivement, de Madame Michu qui est perdue dans son rayon de supermarché et qui doit choisir un vin pour aller avec sa blanquette de veau le dimanche. Bon, il y a des choses qui se sont développées en termes d'aide à l'achat dans les supermarchés, enfin qui se sont développées, qui se développent ou qui se développeront. Voilà, tout ce qui est algorithme de recommandation, là aussi, c'est des choses qui se développent beaucoup. On a tous en tête, que ce soit chez Amazon, Netflix ou d'autres, vous avez aimé tel film, vous aimerez celui-là, vous avez aimé telle musique, vous aimerez celle-là. Petit à petit, ça marche quand même de mieux en mieux. Hein. On est quelquefois bluffé. Effectivement, j'ai aimé ça, j'aime bien ça. C'est des choses qui, pour le vin, sont, je dirais, quasi opérationnelles, qui ne demandent qu'à être testées et améliorées. Alors, Et il y a beaucoup d'entreprises, de start-up, plus ou moins start-up, qui proposent ce type de choses. Alors, je parle d'algorithme de recommandation, on parlait de réalité virtuelle pour les visites de propriété, tout ce qui concerne les livraisons logistiques, etc. Et moi, j'encourage les acteurs de la filière à tester. Voilà, à faire des essais sur tous ces outils, sur des segments de consommateurs, en partenariat avec des distributeurs, etc. Parce que je pense que ça peut être effectivement une grande aide en matière de commercialisation sur tous les segments, depuis l'amateur à l'achat plaisir et rapide. alors, je ne minimise pas du tout, effectivement, bien au contraire, effectivement, Gilles, ça, je vais aussi dans ce sens-là. Mais par contre, ce dont je doute et ce dont je ne pense pas qu'on a d'éléments tangibles là-dessus aujourd'hui, c'est quel est le lien de causalité ou quel est le sens de causalité. Aujourd'hui, je ne suis pas encore convaincu, en tout cas les recherches ne me l'ont pas montré, ou peut-être que je suis passé à côté, que le fait que la digitalisation et la recherche d'éléments d'information sur le monde digital au sens large du terme impacte effectivement sur l'acte d'achat de certains vins par rapport à d'autres, ou du vin en général. Dans quelle mesure les individus, autant je crois dans les algorithmes, parce que plus les gens vont aller sur Internet acheter des vins, plus globalement il y a un petit côté passif et on peut les aider facilement avec les outils que l'on a aujourd'hui grâce aux algorithmes à leur pouvoir leur présenter ceci, cela, et il y a juste à cliquer pour avoir l'information de l'histoire. Autant sur l'achat physique, si on n'est pas chez un caviste qui peut conseiller, autant dans les supermarchés, hypermarchés, etc., c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on n'a pas vu, moi je n'ai pas vu percer, entre guillemets, des outils qui permettent des accords mévins ou des outils qui permettent d'aider à la décision face à un linéaire de 800 à 1000 produits. Et ça n'a pas réussi à percer. Donc, il y a globalement quelque chose qui manque encore. Laurent Lacluc, chez Cdiscount, par rapport au débat qu'on entend Ouais, là sur finalement je vais rebondir le sur storytelling, est-ce que ça marche? Voilà, allez-y. ouais. Alors c'est effectivement, alors c'est un très bon débat dans le sens où je pense que, alors pour resituer un point de contexte, on a ouvert une cave en plein cœur de Paris, dans le 3e arrondissement, une cave de 160 mètres carrés dans lequel il y a une équipe de cavistes, donc de l'humain,
et également un certain nombre de dispositifs digitaux qui sont là pour accompagner les clients dans son acte d'achat. Et ce qu'on observe, et ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a une parfaite complémentarité des deux outils. Faire un magasin 100% digital sur des catégories aussi riches que les nôtres, honnêtement, c'est, je ne vais pas dire désacraliser, mais paupériser tout ce que peut apporter effectivement nos catégories vin, spiritueux et bière dans l'acte d'achat. Et ce qu'on observe psychopratique dans le magasin, c'est que les clients entrent dans la cave, font appel avant tout à l'équipe de cavistes pour avoir des conseils et n'hésitent pas, dans le cadre d'un deuxième achat, à s'approprier tous les dispositifs digitaux qui sont mis à leur disposition pour gagner en autonomie. Et ça, c'est très important parce que je rebondis sur ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est que sur les vins, on a suffisamment d'éléments de contenu qualifiés pour justement créer de l'affect. Ça a une vraie valeur commerciale. Apporter le bon niveau de discours, le bon niveau de détail, pas être trop technique, ou donner la possibilité à un client plus technique d'aller plus loin, de zoomer, dézoomer. On a suffisamment de contenu qualifié sur les vins pour pouvoir contenter tout type de besoin. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de créer du lien, de rendre l'achat captif, et surtout, ce qui est très intéressant dans la distribution, c'est la récurrence d'achat. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vendre une fois, il s'agit d'amener le client à comprendre et à satisfaire son besoin la première fois, et surtout de l'amener à revenir. Et cette récurrence d'achat, nous, on estime que les outils le cultivent très bien, et cette courroie de transmission qu'il peut y avoir entre un caviste et les outils est très intéressant à exploiter. Et pour répondre à un des participants qui pose une question effectivement sur les informations les plus recherchées par le consommateur pour comprendre le vin et faciliter l'acte d'achat, je serais tenté de dire il n'y a pas de réponse formatée. Chaque client est différent, son besoin est unique, et donc la solution qu'on doit lui apporter doit être dédiée. Et donc on va avoir un client qui va rentrer par le prix, d'autres clients qui vont rentrer sur les accords mets vins, d'autres qui vont rentrer sur les pastilles de goût et saveur, d'autres qui vont rentrer sur le bio. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir mettre à disposition des outils qui répondent aux besoins spécifiques et uniques exprimés par chacun des clients. Si je peux rajouter un point, c'est la plus grande difficulté dans tout ça, c'est qu'un individu qui va prendre comme point d'entrée le prix une fois, risque de prendre le point d'entrée de la storytelling une autre fois sur une autre occasion d'achat. Donc, l'acheteur consommateur n'est pas unique dans son acte d'achat en tant que tel, mais c'est qu'aussi en fonction des occasions de consommation qu'il va avoir, il va être aussi multiforme dans ce qu'il va rechercher et quelle va être sa clé d'entrée. Et c'est toute la difficulté, mais c'est tout l'intérêt effectivement des outils digitaux qui aujourd'hui permettent relativement, ou en tout cas beaucoup plus facilement, de pouvoir répondre à ces différents types de besoins au cours du temps. Guy Château, est-ce que sur ce sujet-là, sur le storytelling, est-ce que vous encouragez les producteurs à en raconter un peu plus, à ouvrir leurs portes et ouvrir leurs portes de façon physique ou digitale pour donner un peu plus d'infos? C'est une évidence. Il y a 50 ans, le vin était acheté et on mettait le litre de vin sur la table sans savoir ce qu'il y avait dedans et on s'en moquait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Au lieu de boire 1 litre de vin par repas, on va avoir tendance à boire 1 ou 2 bouteilles par semaine, mais dans une occasion particulière, parce qu'on partage un moment de convivialité avec des amis, ou parce qu'on célèbre un moment en famille. Et donc, quand on fait ça, il faut que la bouteille raconte une histoire, qu'on dise d'où elle vient, pourquoi on l'a choisie. Et donc, c'est plus le même produit. C'est pas juste un produit alimentaire ou juste une boisson dont on ne parle pas. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée à créer, à raconter qui on est, le terroir, l'histoire de l'homme. Et dans la stratégie actuelle du CEB, on remet vraiment l'humain au cœur de notre communication, avec des mises en avant comme on l'a fait par le passé sur les fêtes du vin, où c'est des vignerons qui vont partager leur passion avec le consommateur. Mais on l'a fait en début d'année avec la Saint-Vincent, où on avait 1300 vignerons et négociants présents dans des magasins, ou chez des cavistes ou chez des restaurateurs pour partager leur passion. Et ça, c'est très important. Le vin n'est plus un produit de base comme les pâtes ou le riz. C'est plus que ça. Et parce que c'est plus que ça, il faut le raconter et l'expliquer. Et pour le faire, il n'y a rien de mieux que l'humain. Je profite que vous ayez la parole. Je crois que vous étiez en train de répondre à David Comet. Envisagez-vous des coopérations entre vins de Bordeaux spiritueux, cognac et armagnac pour les plus proches, pour être dans une dynamique gagnant-gagnant pour promouvoir les produits de cette nouvelle région? Ah ben vous voyez, vous n'avez même pas besoin de vous adresser la question, vous avez déjà répondu. Alors allez-y, je vous écoute. Alors, bien sûr qu'on travaille avec nos homologues de cognac et d'armagnac sur plein de sujets, des sujets économiques, des sujets de contrefaçon, par exemple, le cognac était très touché.
mais c'est pas facile à mettre en œuvre sur le sujet de promotion parce que on est sur des types de produits vraiment très différents, des modes de consommation différents, des zones géographiques de consommation et des types d'acheteurs très différents. Donc il n'y a pas de communication croisée cognac vin de Bordeaux aujourd'hui. D'accord. En termes de cadeaux de distribution, on a bien compris que le digital avait le vent en poupe. Il y a un autre canal qui fonctionne bien, qui est lié au digital, c'est celui du drive, qui a très bien fonctionné pendant le confinement et cette tendance semble perdurer. Qu'est-ce que ça change pour les viticulteurs ou pour les négociants, le succès de ce nouveau canal? Alors ça a impacté les chiffres hein, parce que le rayon du drive n'est pas aussi large que le rayon du magasin. Et donc, notamment, on a une surreprésentation des marques de distributeurs dans le drive, on a une surreprésentation des bibs, et on a certaines catégories qui ont explosé pendant le confinement, et notamment les marques de distributeurs. Et une des explications, ça a été un ticket moyen des acheteurs plus bas, mais aussi parce qu'ils étaient surreprésentés au niveau du drive, et les consommateurs ont fait largement leurs achats dans ces types de vente. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les consommateurs ont été vers le drive parce que c'était le confinement et qu'ils voulaient pas aller dans les magasins et ils ont pris cette habitude-là, ils vont la faire perdurer ou en tout cas pour partie, ou est-ce que avec le déconfinement, on va redevenir un mode de consommation normal et ça on le sait pas aujourd'hui. Mais c'est sûr que les produits qui étaient pas en drive, les produits qui étaient en drive ont été survendus par rapport aux autres par cette explosion du drive qu'on a connu pendant le confinement. Pour conclure ou synthétiser, j'aimerais que chacun puisse me dire, on va faire un peu de prospective, mais selon vous, dans les prochains mois, comment est-ce que la commercialisation va évoluer? Sans doute que les tendances qui se dessinent vont perdurer. Et si vous aviez un conseil, quand bien même chacun sera libre de faire ce qu'il veut, si vous aviez un conseil à donner aux viticulteurs qui nous regardent, comment est-ce que les choses doivent évoluer dans les prochains mois? Comment est-ce que vous encouragez à faire? Monsieur Château, vous avez le micro qui est déjà ouvert, donc pas de bol, ça démarre par vous. La question n'est pas simple parce que personne ne possède la solution miracle. Le contexte actuel est très compliqué, hein, on l'a évoqué. Il était déjà compliqué avant le Covid, par des phénomènes de baisse de consommation en France, comme l'a expliqué Hervé. On a souffert aussi des accords de libre-échange que la Chine a signés avec le Chili et l'Australie, qui ont fait que les vins australiens notamment ont pris des parts de marché à Bordeaux ces dernières années en Chine, qui reste notre premier marché à l'export. La crise qui a été connue aussi à Hong Kong a été compliquée parce qu'on avait une crise sociale avant la crise Covid qui a aussi fortement impacté le tourisme et donc la gastronomie et les vins. Et puis depuis l'automne dernier, l'administration Trump a mis en place une taxe sur les vins français notamment, qui impacte aussi très fortement nos ventes. Donc Bordeaux était déjà en difficulté avant le Covid. Le Covid a accentué ce phénomène avec la restauration qui a été très touchée. C'est le moment de rebattre les cartes là, de revoir ce qui fonctionne pas, de réinventer de nouveaux modèles. Il faut de la différenciation, il faut créer de la valeur. Je retiendrai ce qui a été dit, c'est pas en tirant les prix vers le bas qu'on va sauver la filière, parce qu'on va pas vendre forcément plus de volume parce qu'on baisse les prix. Historiquement, quand les prix baissaient, les ventes augmentaient. Là, on a des prix qui sont historiquement bas et les ventes n'augmentent pas, donc c'est d'autres phénomènes pour relancer nos ventes. Il faut se réinventer, amener du contenu, maîtriser sa commercialisation, qu'elle soit en direct, à l'export ou via le négoce, mais éviter les commercialisations spot qui sont très impactées par les phénomènes de crise économique et essayer d'avoir une vision assez long terme par la maîtrise de sa distribution et par la connaissance de ses consommateurs. Et là, je suis persuadé que les évolutions sur le digital et la connaissance des consommateurs et des modes de consommation doivent permettre de nous faire évoluer et d'être plus proches de nos consommateurs. Il y avait une problématique par le passé, c'était que le vigneron était parfois trop éloigné de son consommateur. Il vendait à un négociant, qui lui-même vendait à un importateur, qui vendait à un distributeur, qui vendait à un restaurateur, qui vendait à un consommateur. L'écart entre la chaîne de valeur était tellement étiré que il y avait une méconnaissance pour le producteur de son marché. Et ça, c'est dangereux parce qu'on voit pas les virages arriver. Et c'est là qu'on risque de faire les sorties de route. Merci. Gilles Brianceau. Oui, je vais prendre la deuxième place après Christophe, c'est plus facile, comme ça je ne conclurai pas. Et en plus, je vais me permettre de pas contredire Christophe et de ne pas aller sur le terrain, effectivement, de la commercialisation et plutôt, je dirais, pour paraphraser un peu les entraîneurs de rugby, je dirais, dans la difficulté, on va se concentrer sur les fondamentaux, comme on dit, et aller aussi sur le côté de la production. Les fondamentaux, c'est aussi ça. Je pense que il faut pas essayer toujours de suivre les modes. Évidemment, voilà,
se réinventer, réfléchir à de nouveaux modèles économiques, évoluer, changer, bien sûr. Mais faut aussi, je pense, un producteur de vin, vous avez dit quel conseil donneriez-vous aux viticulteurs, c'est aussi de travailler sur son produit, voilà, et de pas oublier ça. Il peut y avoir en plus des contextes économiques difficiles qui font que le travail au vignoble devient aussi plus compliqué. Et je pense que voilà, il y a intérêt à aussi se concentrer sur le goût du vin, sur le travail de la vigne, sur voilà, de se concentrer sur ces aspects-là. Après, évidemment, je rejoins ce que dit Christophe sur la commercialisation, mais voilà, ça peut paraître naïf et évident de dire bah oui, il faut maîtriser sa commercialisation, mais il ne faut pas oublier de maîtriser aussi sa production. Mais je pense que sur le long terme, on gagne toujours aussi à maîtriser sa production et à se l'approprier aussi. Je pense que pendant longtemps, le producteur a été aussi peut-être très entouré, très conseillé. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs et je pense que c'est à lui de prendre en main sa production, son exploitation, de faire ses propres expériences, de faire ses propres choix, ses propres erreurs aussi, forcément, mais de redevenir le décideur et le manager de son exploitation viticole. Merci. Laurent Lacluc, votre point de vue ou vos conseils? Bon, écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Sur la partie commercialisation, je pense que cette période de crise doit donner l'opportunité de remettre à plat très clairement sa stratégie commerciale. Pour certains qui étaient trop dépendants de certains circuits de distribution, que ce soit du CHR ou le grand export. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut être pertinent de mutualiser les risques et de voir comment effectivement un portefeuille de produits de référence puisse cohabiter tout circuit de distribution confondu sans qu'il y ait d'effet de cannibalisation et que effectivement on puisse protéger les précarés de chacun des circuits. Donc je pense que c'est vrai que là depuis la phase de déconfinement, on n'a jamais été autant sollicité et on n'a jamais autant communiqué avec des vignerons, des opérateurs des différents bassins viticoles qui s'interrogent profondément sur leur stratégie commerciale et qui envisagent d'explorer certains circuits qui n'avaient été jusqu'à aujourd'hui jamais exploités. Donc ça, je pense que ça peut constituer dans une période de crise une opportunité de remettre à plat cette stratégie. Deuxième point que je trouve assez intéressant, c'est la mise en conformité. Alors la conformité, c'est pas le bon terme, mais c'est la remise à plat du portefeuille de produits. C'est vrai qu'on a certains opérateurs qui arrivent au sein de leur production à créer des produits pour différents instants de consommation, à couvrir toutes les unités de besoin. C'est pas donné à tout le monde effectivement de pouvoir y répondre, mais c'est vrai que on s'aperçoit, et je peux le nommer, si on prend un exemple comme Jeff Carrel en Languedoc, c'est pour moi un bon exemple. Jeff Carrel arrive à jouer sur les différentes catégories de vins, sur les vins de France, les IGP, les appellations. Chaque vin a une identité qui lui est dédiée en termes de profil et de pack, avec une adéquation contenant-contenu qui est parfaite. Et chaque vin trouve sa place dans la distribution sans effet de masse, sans effet de marque transversale. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet à un caviste ou un distributeur de pouvoir explorer toute la richesse de profil d'un portefeuille sans donner le sentiment d'avoir une seule signature dans le point de vente. Et ça, je trouve que quand on échange avec différents cavistes ou différents confrères, c'est un très bon exemple qui ressort assez fréquemment d'apporter beaucoup d'aspérité, de singularité avec une signature, mais somme toute qui s'efface derrière l'identité propre du vin. Et chaque vin a son propre profil. Et ça cartonne. Honnêtement, ça permet de couvrir tous les segments de prix, toutes les unités de besoin en termes de profil. Et ça, je pense que ça peut donner l'opportunité à certains de s'y pencher. Ça, c'était les deux points, à mon sens, qui sont essentiels. Et le troisième, pour terminer, qui fait suite à ce qui a déjà été dit, mais le contenu est souvent négligé alors qu'il est essentiel. C'est vrai que dans un marché mature, le pouvoir de décision que peut apporter un contenu qualifié sur un vin, il est essentiel.
Et je me répète, mais on est sur une filière qui est très très riche en amont. Il y a énormément de choses à dire. Il faut avoir le bon niveau de curseur et le bon niveau de contenu. Et quand on arrive effectivement à extraire la substance moelle de ce que peut apporter un viticulteur, la façon dont il travaille, les profils de ses vins, la petite anecdote qui permet de créer de l'affect auprès du client, honnêtement, commercialement, ça transforme. Et je trouve qu'aujourd'hui, toute cette richesse de l'amont est insuffisamment exploitée commercialement. Et il y a un gros travail au travers des différents supports, que ce soit digitaux, mais autres, il y a d'autres types de supports qui peuvent être exploités pour véhiculer ou transcender ou sublimer tout le travail qui est fait en amont et qui est aujourd'hui pas assez exploité ou pas assez palpable et donc valorisé de la part des clients. Merci pour cette réponse. Hervé Renaud, vous aviez commencé, mais vous terminez. Ok, merci. Juste pour commencer, j'allais dire en anglais, je valorise vraiment beaucoup ce que vient de dire Laurent sur son dernier point. Effectivement, ça me semble un point extrêmement important, notamment pour le recrutement de nouveaux acheteurs. Peut-être pour conclure de mon côté, je vais le faire, j'allais dire sur 3 perspectives, une perspective de court terme, moyen terme et long terme. Sur le court terme, je serais tenté de dire un point qu'on n'a pas abordé au cours de ce webinaire, mais qui, pareil, mériterait 1, 2 ou 3 webinaires, c'est toute la partie œnotouristique. Je pense que c'est une activité, effectivement, qui peut permettre, en tout cas, au cours de ces 2 prochains mois, pour l'ensemble des acteurs de la filière, de pouvoir accueillir ou, en tout cas, profiter de Français qui vont rester sur la France pour passer leurs vacances. Et donc, à défaut de les accueillir à la propriété, si ça peut être compliqué, j'allais dire que si les consommateurs ne viennent pas à vous, pourquoi ne pas aller vers les consommateurs? Donc peut-être tirer profit aussi des activités qu'il peut y avoir dans les villages ou etc. En tout cas, toute activité qu'il peut y avoir qui peut permettre effectivement de présenter son produit est une manière en tout cas de pouvoir toucher le consommateur directement. Et ça peut être effectivement un point intéressant. Donc toute l'activité œnotouristique, j'allais dire que sur le court terme, c'est quelque chose que notamment les producteurs doivent maximiser, même si je pense qu'ils le font déjà, mais en tout cas, c'est effectivement à encourager. Sur le moyen terme, j'aimerais ne pas être pessimiste, mais globalement, l'ensemble des nouvelles et des analyses que l'on peut avoir d'un point de vue économique tentent à montrer que le nombre de plans sociaux d'entreprises risque d'augmenter au cours des semaines et des mois à venir. Et si c'est bien le cas, effectivement, ça veut dire que le mois de septembre, le mois d'octobre, globalement, il va y avoir une contraction, j'allais dire, de la masse d'individus qui achètent des vins et qui, à un moment ou à un autre, même s'ils continuent à acheter, vont en acheter moins, quoi qu'il en soit. Donc là, c'est là où je concours avec cette redéfinition des business models, etc. Et ce que disait Laurent aussi dans son dernier point. Il faut trouver d'autres hameçons, si je puis dire, pour pouvoir arriver à capturer ces acheteurs qui vont avoir un pouvoir d'achat réduit et qui donc vont être moins incités à acheter. Donc il va falloir effectivement arriver à les attirer beaucoup plus. Après, j'allais dire sur le long terme, je pense qu'autour de ces webcams, aujourd'hui, peu de monde arrive à savoir exactement ce qui va se passer demain. Est-ce que Donald Trump va être réélu ou pas réélu? Est-ce qu'il va accentuer les taxes ou pas du tout? Est-ce que la guerre commerciale avec la Chine va pas faire de l'Europe une externalité et un dommage collatéral? Il y a énormément d'incertitudes aujourd'hui géopolitiques que le Covid a venu accentuer d'une certaine manière, qui fait que globalement pour la filière aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, j'allais dire, de planifier, d'anticiper. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein, mais je pense qu'il y a un travail globalement aujourd'hui de la filière française vin, avec l'ensemble de ses acteurs, y compris des chercheurs, hein, pour essayer d'arriver à identifier quels sont les différents scénarios possibles, j'allais dire, de sortie de crise et de continuité de fonctionnement pour l'ensemble de la filière sur les 12, 24, 48 mois à venir. Ça me semble effectivement critique aujourd'hui d'engager cette réflexion pour mieux appréhender les impacts que cela peut avoir au niveau français par la suite, quoi. Très bien. Bien, merci à vous. Au nom de Invest in Bordeaux et de son président Lionel Lepoudère, je remercie les internautes qui ont suivi ce webinaire. Je remercie évidemment nos 4 intervenants. D'autres webinaires seront organisés par Invest in Bordeaux dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je vous dis donc à bientôt et merci.